On commence à avoir pas mal d'adversaires faisant partie de la famille de Big Mom, et je peux même compter Capone, je pense que ce sera un adversaire à affronter durant cet arc. Donc ce serait intéressant de se poser la question, et je dois avouer que je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait de liste voilà, prévue pour cette review, mais ce serait intéressant de se poser la question, quel adversaire et quel combat vous prévoyez par rapport aux différents ennemis qui nous ont été présentés durant ces derniers chapitres. Évidemment, je parle de Brûlé, je parle de Perospero, je parle de tous ces personnages. Dites-moi dans les commentaires spécifiquement quel combat vous imagineriez. Sachez que je n'ai pas vraiment pensé, moi, spécifiquement à des combats en particulier. J'attends de voir un petit peu plus de ces personnages, de voir comment ils fonctionnent, quelles sont leurs personnalités, quels sont leurs pouvoirs également. En ce qui concerne certains, ça reste encore diffus. Mais voilà, ce serait intéressant d'essayer d'imaginer un petit peu tout ça. Yo les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 834 et du chapitre 835. Donc des chapitres qui en soi étaient très denses en informations. Franchement, j'ai vraiment du plaisir à lire ces chapitres en ce moment. On apprend pas mal de choses sur la famille Brûlé, sur la famille Charlotte, pardon. Et on apprend pas mal évidemment enfin, on a pas mal d'occasions de voir des personnages secondaires s'exprimer davantage, ce qui est intéressant. On revoit Capone, on revoit Pecoms, pardon, on revoit Tamago également, on revoit César Clone. Alors tout ça c'était dans les deux chapitres combinés bien sûr, mais enfin des chapitres qui sont en plus plutôt bien construits, je dois dire. Et je dirais, mention spéciale au chapitre 835, la façon dont il a introduit le Soru Soru no Mi Oda, c'était brillantissime, c'était vraiment très très bien. L'introduction du chapitre en prologue, et ensuite l'explication à la fin du chapitre sur le Soru Soru no Mi, très très bien. Et très effrayant également par rapport à la construction du personnage de Big Mom, qui, d'un personnage un petit peu grotesque au début, devient de plus en plus effrayant, je dois dire. Donc c'est parti les amis, j'ai une petite dizaine de points à aborder, mais c'est normal, c'est deux chapitres combinés, mais je vais essayer d'être très bref et d'être très efficace pour pas que ce soit trop ennuyeux pour vous. Premier point, eh bien tout simplement revenir brièvement sur Sanji, le tableau de fin ce qui commence en fait le chapitre 134. C'est rien finalement, c'est pas grand chose, mais c'est simplement nous remontrer les enjeux de Sanji, c'est-à-dire les mains, ses bracelets, ses menottes. Donc voilà, ça dites-moi ce que vous pensez. Je sais que des gens vont dire ah il va perdre ses mains vont exploser. Bon, on est dans One Piece, je ne crois pas, ça ne fait pas partie des codes de One Piece. Vous voyez, ce genre de... C'est clairement une menace, faut la prendre au sérieux. Il est possible que Sanji ait les mains brûlées, mais il perdra pas ses mains, vous voyez. Il les perdra pas définitivement. Bien sûr, certaines personnes pourront dire oui, mais il pourrait avoir des mains de cyborg ou je sais pas quoi, ou peut-être que ça lui servirait de leçon, ça pourrait être une progression de son personnage. Mais ce serait très trash quand même. Et c'est pas vraiment le ton qu'emploie Oda quand il veut faire véhiculer quelque chose de fort. Il ne nécessite pas du trash. Même si c'est vrai que dernièrement, avec les Vinsmoke, rappelez-vous quand il y en a un qui... le papa Vinsmoke qui transperce un de ses hommes pour montrer toute la discipline des Germains, enfin voilà. C'était relativement trash, je veux dire. Mais enfin, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Sanji va perdre ses mains. Je vous dis, moi je ne pense pas, ça ne fait pas partie de l'atmosphère qui a été construite par Oda dans One Piece. Même s'il y a du danger, même si les menaces sont à prendre au sérieux, et en l'occurrence ici, il faut la prendre au sérieux, les Vinsmoke, c'est des tarés, et ils n'ont aucune compassion pour Sanji. Très clairement, c'est un outil. Sanji est un outil diplomatique pour eux, donc voilà. Il est en danger très clairement. Comment il pourrait s'en sortir? Alors aussi c'était une autre question. Certaines personnes me disaient que c'était grâce au Haki de l'armement qu'il va réussir à s'en sortir, il va durcir ses poignets, enfin bon voilà. C'est pas un spécialiste du Haki de l'armement, Sanji, mais il serait temps, c'est vrai qu'il nous montre qu'il est capable d'utiliser le Haki noir, parce que la jambe noire, à la base, ce serait vraiment... je veux dire, ça s'illustrerait parfaitement avec du Haki de l'armement noir. Donc voilà. En ce qui concerne un pouvoir quelconque, je pensais à un pouvoir qui peut rétrécir, peut-être on découvrirait un allié je sais pas, un allié qui interviendrait de manière soudaine et qui, un peu à la manière du fruit du démon de la géante, qui pouvait se transformer, qui pouvait grandir. Mais non, attendez que je dise pas de bêtises. C'était une géante qui avait mangé le fruit du démon du mini-mini-nomin, donc elle pouvait se rapetisser. Mais elle pouvait pas rapetisser, enfin elle pouvait pas rendre petit les personnes, son environnement. Elle ne pouvait rendre petit que soi-même. Bon. Donc on pourrait très bien voir un fruit du démon, mais ce serait un peu redondant. Mais c'était un filler aussi, il me semble. Donc à voir. Mais un fruit du démon qui permettrait de le rendre plus petit, et donc du coup pourrait glisser ses mains.
c'est une idée comme une autre. Dites-moi vos idées dans les commentaires. Numéro 2, alors voilà, par rapport au dialogue qu'on a entre... Enfin, disons, c'est pas vraiment un dialogue, mais la petite scène avec Brooke et Pedro, et on les retrouve face, enfin disons derrière un mur, en train d'écouter une conversation entre Tamago et voilà, hein, le staff Big Mom, voilà, le staff Big Mom. Ils sont en train de se dire, oui, le chapeau de paille, on va tous les niquer, ils sont cons, ils sont finis, on les a, on est tout au courant de tout ce qu'ils foutent dans la forêt, machin, tout est prévu et tout marche comme sur des roulettes. Donc voilà. Je pense que le seul intérêt, au-delà de l'intérêt comique de la scène qui est évident, le seul intérêt de cette scène, c'est de se dire, ok, il y a une taupe. Il y a une taupe, quelqu'un a donné l'emplacement des Mugiwara, quelqu'un les a... Voilà, alors, est-ce que c'est Pudding qui a trahi, qui les a envoyés sciemment dans le bois des séductions? Est-ce que c'est quelqu'un qui a forcé Pudding à parler? Possible aussi. Ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre, un espion? Est-ce que c'est même pas Pedro qui serait... Alors là, ce serait complètement... Ah, ce serait digne d'un film d'espionnage, mais ce serait, mettons, le retournement de situation. À la fin, on apprend que Pedro, c'est un méchant depuis le début, mais ça ferait pas beaucoup de sens. Mais quand même, Pedro, je suis sûr qu'on a quelque chose à apprendre de plus en ce qui le concerne. Quelque chose d'encore mystérieux à ce sujet. Hein, vous trouvez pas? Ouais, bon, c'est quelque chose de bizarre avec lui. En ce qui concerne donc Capone et Pecoms. Donc déjà on voit Chiffon, la sœur de Lola, donc hein, je n'avais pas raison, hein, ce n'était pas Lola, c'était bien sa sœur jumelle, et donc on a même confirmation dans ce chapitre que ce sont les deux filles du gros mec là, qui est dans le sol. Donc ça c'est une chose, voilà, ça c'est fait. Terminé, bonsoir, on n'en parle plus, c'est clair. En ce qui concerne Capone désormais, Capone, eh bien on apprend déjà qu'il a un fils. Ok, super, c'est un détail sympa. Après, bon, c'est pas ouf non plus au niveau de l'histoire, c'est pas une progression de dingue, mais enfin bon, c'est intéressant de voir ça. Le perso s'installe, il a une famille, il y a tout ça, un peu comme un vrai padré, quoi. Et puis en face de Pecoms, il a ce discours un petit peu plus... Avant, c'était un peu du style Pecoms, t'es pas discipliné, du coup je vais te défoncer, et voilà. Là, c'est différent. Là, clairement, il est en train de trahir Big Mom. Il fait quelque chose sans qu'il en ait reçu l'ordre, et c'est intéressant parce que soit il est en train de trahir Big Mom en ce qui concerne... peut-être que voilà, il agit en supernova et qu'il veut se débrouiller tout ça. Ce serait très étonnant qu'il ne soit pas soutenu, ou du moins qu'il ne soit pas derrière un Yonko, hein, je pense. Mais en ce qui concerne donc cette théorie, si jamais il était tout seul, je vois mal vraiment comment il pourrait s'en sortir tout seul. Mais il pourrait très bien être à la solde d'un autre Yonko. Shanks, très peu de chance. C'est vraiment... Shanks ne s'allierait pas à ce genre d'individu, je ne crois pas. Barbe Noire, c'est fort possible, d'autant que, je veux dire... Honnêtement, le seul intérêt de Capone, c'est son fruit du démon. Il a un fruit du démon intéressant, donc peut-être que, voilà, Barbe Noire s'est dit, ah, ce mec est intéressant, je vais le contacter. Ou alors, Kaido. Mais on n'a aucune info, les amis. Là, c'est de la spéculation, voilà, je ne peux rien vous dire. En ce qui concerne Capone, il y avait quand même le thème de la mafia qui rentrait parfaitement avec les Vinsmoke d'un côté. Pas vraiment une mafia, mais enfin, c'est une famille, vous voyez, avec des règles, tout ça. Et puis évidemment la famille Charlotte de l'autre côté. Donc il y avait vraiment ce côté très mafia qui rentrait dans le thème. Et alors bon, c'est vrai que si ça pète complètement à la Tea Party, ça fera vraiment penser à ces règlements de compte entre familia, voilà, bon, pourquoi pas. Donc c'est voilà, c'est ce vers quoi on va se diriger, la trahison du gang de Capone. Intéressant ce truc-là, je trouve. Après, voilà, est-ce que, voilà, Pecoms est-il mort? Encore une fois, je vous le dis, ça n'est pas dans les codes de One Piece jusqu'à présent. On a eu des morts dans One Piece, on en a eu même plutôt pas mal, contrairement à ce que les gens disent. Mais, ils ont tous été dans un flashback. Voilà, la plupart des morts communes de One Piece, des personnages quand même relativement importants, se déroulent dans des flashbacks. On a eu 2 morts très dramatiques qui ne se sont pas déroulées dans les flashbacks, c'est donc Ace, tout simplement, et Barbe Blanche, voilà. Alors voilà, ce sont des morts qui sont en live actuel, voilà, c'est maintenant dans le manga, dans le temps présent. Et vous remarquerez que c'est toujours extrêmement dramatique, hein. Les morts dans One Piece ne passent pas inaperçus, c'est pas comme dans Game of Thrones si vous voulez. Mais, ici, est-ce qu'on peut dire que c'est dramatique? Oui, en un certain sens, oui. Franchement, le chapitre, la page où on voit Pecoms tomber, où il dit tu vas te faire avoir si tu crois que tu peux trahir Big Mom, et il tombe dans le truc avec quelqu'un, c'est assez dramatique. C'est plutôt bien fait. Après, je ne crois pas que Pecoms nous était assez... Enfin, on n'était pas assez proche de Pecoms pour pouvoir voilà, ressentir une douleur qui serait cohérente avec l'enjeu un peu dramatique de sa mort. Je ne crois pas que ça ferait beaucoup de sens. Et du reste, je pense que on doit un petit peu... Peut-être c'est même la chance de Pecoms finalement d'être au courant de cette trahison de Capone. Parce que c'est lui qui va à mon avis pouvoir prévenir Big Mom, je pense. Il va revenir d'une manière ou d'une autre. Voilà.
En ce qui concerne aussi, donc c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, Jinbei, on apprend que voilà, il s'est un petit peu, maintenant il est un petit peu vu comme une lopette parce qu'il a voulu quitter Big Mom. Intéressant, voilà, d'évoquer Jinbei comme ça sans le montrer. Le destin de Jinbei, et lui également sans information, finalement on ne sait pas, ça reste encore très diffus. Donc pareil, Pecoms, Jinbei, on va les retrouver et il est très possible qu'on les retrouve ensemble. Réfléchissez un petit peu à ça, je pense que d'ailleurs s'il se fait exécuter, Jinbei, ce serait de la même façon que Pecoms peut-être, et il se retrouverait dans la même chose, sauf que vu que Jinbei c'est un homme poisson, les requins ne lui feraient pas grand chose. Bon après, Big Mom est pas assez conne pour balancer un homme poisson de la force de Jinbei dans de l'eau, enfin oui, non, ça ferait pas de sens, oubliez. Mais voilà. Ensuite, le cas César Clown. Alors déjà, César Clown, j'étais très heureux de le retrouver. Non seulement parce que j'adore le personnage, je le trouve vraiment assez amusant. J'aime beaucoup le mec qui fait sa voix, qui le double dans l'animé. C'est le mec qui fait Mayori, hein, tout simplement, et c'est le mec qui a fait Freezer, il me semble. Et donc, César Clown, beaucoup de gens avaient dit oui, regardez, il va être dans l'équipage, c'est un scientifique, il n'y a pas ça dans l'équipage, machin, tout ça. Résultat, il reste encore parmi les théories qui se font tellement, enfin les nombreuses théories autour des nouveaux Mugiwara, et à chaque fois il y a ces espèces d'arguments qui est très intéressant du reste, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui dit que voilà, en fonction des postes, ceux qui pourraient éventuellement venir dans l'équipage, c'est plutôt Monet, astronome, ou César Clown, scientifique. Et peut-être, ah oui, alors Ener c'était la vigie, c'est ça? Bon, c'est un peu bizarre, mais... Enfin voilà, donc en ce qui concerne César Clown, je ne peux pas dire ça. Toutefois, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a clairement un changement de ton quand on parle de notre ami César Clown. Je ne dirais pas que son caractère change, parce que c'est toujours le même, mais ses intentions sont un petit peu plus sincères, un petit peu moins diaboliques. On voit que c'est un mec qui voulait s'amuser, qui est un petit peu effectivement un connard, faut pas tout changer non plus, faut pas complètement oublier ce qu'il a fait, mais c'est vrai que César Clown quand même, c'est quelqu'un qui commence à un petit peu être enfin depuis un certain temps maintenant, c'est un peu un comic relief, mais peut-être que maintenant, voilà, on apprend un peu de son passé, on apprend que c'était un peu, il était dans la merde quoi, franchement, il s'est rendu compte que son élixir ne marchait pas, sa géantification était un échec, et voilà, donc ce qu'il voulait c'est rester dans l'ombre, et c'est un peu pathétique, et du coup, c'est plutôt drôle. Et on n'a pas envie qu'il crève ce perso, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie qu'il s'en sorte. Et du coup, à mon avis, il deviendra un allié de substitution, un allié, voilà, un allié pour un petit peu aider Luffy. Voilà, un petit peu un allié par défaut si vous voulez, un allié malgré lui. Et je pense que c'est ce qui adviendra également à Kid quand il reviendra l'arc de Kaido, puisque Kid est un petit peu l'otage de Kaido, et bien... même si ce n'était pas vraiment la même chose, mais enfin voilà, César Clown est un peu l'otage de Big Mom en ce qui concerne voilà, sa mission, voilà, il sait que c'est un échec et qu'il va crever, parce que si jamais il réussit pas, bah, il a menti, et là il est complètement dead, fini. En plus de ça, s'il se fait transformer en bonbon et qu'il se fait bouffer ensuite, cette mort, sérieusement, hey, c'est ce qu'il l'a menacé de ça, hein, le personnage de Spero là, machin. Donc voilà, César Clown, on apprend également qu'il était sur tous les tableaux, parce que je veux dire, le gars il travaillait pour Doflamingo qui travaillait pour Kaido, et puis il travaille également pour Big Mom, enfin je veux dire, c'est complètement génial. Mais voilà, ce perso finalement, c'est un raté. C'est vraiment un raté. Il est fort, hein, mais il est un petit peu nul, quoi. Et il est un peu ce perso qu'on va bien aimer parce que... il est un peu pitoyable. Mais je l'aime bien, et aussi il est puissant, ça c'est quand même un petit peu le joker de ce perso, c'est qu'il est très puissant par contre, il est très puissant. Alors ce sera un petit peu comme Crocodile, je pense que c'est un antagoniste qui va revenir et qu'on aime parce que il est un antagoniste contre un autre antagoniste. Je pense que voilà, c'est toujours des schémas intéressants de voir des méchants qui s'affrontent, des anciens méchants qui reviennent pour aider les gentils, c'est toujours un schéma qui est intéressant. Il y a les intentions qui s'entremêlent, c'est plutôt cool. Donc on va voir où va aller ce perso, ça va être intéressant. Ensuite, donc par rapport à... ah oui, alors au fait, par rapport aussi à la... Donc on va en parler dès maintenant, parce que je reviendrai sur Big Mom juste après, mais par rapport à la géantification dont parle Big Mom et par rapport à son rêve, on va en parler dès maintenant, parce que je parlerai de son fruit du démon dans la continuité des chapitres, donc c'est-à-dire à la fin, après tous les éléments du chapitre 835. Donc, par rapport à notre ami donc, César Clown, elle lui dit, bon bah voilà, je veux que tu fasses de ma famille des géants. Est-ce que ce serait pas une erreur de traduction? Est-ce que ce serait pas plutôt, je veux que en fait, je veux que tu fasses de mes invités des géants? Enfin, je sais pas, parce que ça paraît bizarre, pourquoi elle voudrait que sa famille soit des géants? Parce que je vois bien son rêve, je comprends, toutes les races, dans un univers un petit peu, une sorte de microcosme de paix, où tout le monde est content et heureux, et loin de toute la violence du monde, donc ok, très bien, ça j'ai compris. Mais pourquoi elle voudrait changer sa famille en géant? Ça n'a pas vraiment été expliqué, je crois. Donc bon, s'il vous plaît, expliquez-moi ça dans les commentaires. Je crois vraiment qu'elle a dit, voilà, je veux changer ma famille en géant. Ok, pourquoi pas.
Alors après, moi je continue de penser que tout ça n'est qu'une vaste trahison, je le dis, hein, c'est un plan, je pense, un plan assez diabolique qui mis en place par Big Mom, donc hein, qui en gros souhaite tout simplement faire venir des tas de gens à sa table et les bouffer. Voilà, pour moi ça reste une ogresse. Il y a le thème de Hansel et Gretel autour de son perso, c'est une sorcière, c'est clairement des sorcières, les brûlées, les brûlées, les Charlotte, putain. C'est difficile de se figurer que Charlotte, eh ben, c'est un nom de famille. Donc voilà, je pense que c'est une grosse sorcière qui a envie de bouffer des enfants, et non seulement des enfants, mais également des enfants de toutes les races du monde. Enfin, pas forcément des enfants, vous voyez l'idée, mais voilà, elle a envie de goûter à tout, et en même temps, qui pourrait lui en vouloir, franchement. Bon alors, allez on passe. Les amis, ensuite on va parler de Perospero, donc le ministre bonbon. Alors on a vu plusieurs ministres, on a vu Gelato qui était le ministre de la glace, de la crème glacée. Le ministre de la crème glacée. Ouais, j'aime bien Oda, il a des concepts complètement géniaux quand même des fois. En fait, donc voilà, on a ce gars-là qui a l'air assez enfin il est moche mais il fait peur je trouve. Donc voilà, il a un pouvoir de paramécia productif, hein. Non pas du tout productif, ça c'est brûlé. Pardon, un paramécia transformateur. Donc... Bien, les amis, par rapport au paramécia, je vous fais l'annonce maintenant, je vais faire une vidéo discussion où je vais vous expliquer exactement comment on catégorise les paramécias. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos, les gens reprennent pas mal le concept du paramécia productif, environnemental, enfin moi j'avais marqué manipulateur à l'époque, et corporel. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était... Allez, je me la pète un peu, c'est moi qui en fait écrit cet article dans le Wika. À l'époque je faisais pas mal d'articles pour le Wika de One Piece, sur d'autres enfin sur le Bleach, celui de Bleach aussi, tout ça. Mais voilà, celui de Bleach c'est un désert, hein, malheureusement. Mais celui de One Piece était très excellent, voilà. Et donc je faisais partie du truc. Et donc le paramécia à l'époque il n'y avait vraiment rien, c'était vraiment catastrophique, c'était un terrain vague l'article. Et donc j'ai vraiment refait tout et j'ai catégorisé en corporel, manipulateur et productif. Manipulateur, je pense que je vais changer le terme. Mais de toute manière, maintenant je vais pas changer l'article parce qu'il a été, l'article a été, à l'époque il n'était pas protégé, maintenant la page a été protégée donc je pense que ce serait plus compliqué. Mais voilà, le terme, mettons, on peut être adapté à plusieurs feux du démon, mais il est un peu trop vague je trouve. Donc on a juste, je vous fais rapidement, ici le fruit de Perospero, c'est un fruit qui permet de transformer les choses comme on en a vu plusieurs fois avec par exemple Sugar, ou par exemple Boba Hancock, ou même encore Jorah. Donc voilà, des paramécias qui peuvent transformer les choses ou les gens. Donc ici, il rentre dans la catégorie des paramécias environnementaux, et plus précisément dans cette catégorie, le sous-groupe des paramécias transformateurs ou transmutateurs. Voilà, c'est simple, hein, c'est pas complexe, ils peuvent transformer les choses ou les gens. Voilà. Tiens, il y a également Kinemon qui peut faire ça, mais lui c'est avec les choses. Voilà, donc c'était pour clarifier un petit peu le pouvoir de Perospero, donc il peut transformer les gens en bonbons. C'est assez bizarre parce que en fait ça veut dire que c'est un petit peu comme Boo, il peut les manger, enfin Boo c'était en chocolat mais il pouvait les manger après, c'était horrible ça, j'aime pas ça. Et après il pouvait fusionner avec, et c'est un petit peu peut-être dans le même délire que le Baku Baku no Mi. Le Baku Baku no Mi c'était peut-être celui de... Attendez, c'était pas... Oui c'était celui de... J'ai un trou de mémoire, Wapol, voilà, Wapol. Le fruit de Wapol, quand il mangeait ses subordonnés, je crois qu'il pouvait fusionner avec, il me semble. Donc c'est peut-être la même chose, il peut transformer les... Enfin, remarque non, parce que c'est pas un paramécia corporel, donc non, il transforme juste les gens en bonbons, et il les bouffe, point à la ligne, voilà. Ensuite, par rapport donc, au chapitre 135, on revient un petit peu à un moment où c'était l'altercation entre Brûlé et les Mugiwara. Donc on voit Nami qui réutilise son bâton en pop green, hein, donc je trouve ça cool de voir qu'elle est un petit peu plus... Voilà, franchement, elle fait des mouvements assez forts, assez intéressants, et on nous montre qu'elle ne nécessite pas uniquement des techniques de météo, elle peut également se battre simplement avec son bâton. Et je vous rappelle les amis que c'est avec cette technique qu'on l'a rencontré Nami. Nami au tout début c'est une personne qui avait un bâton. Et dans les openings, et ben Nami à l'époque elle avait juste son bâton et c'est tout. Voilà, on voyait Nami dans l'opening, il y avait Zoro avec ses sabres, il y avait Sanji qui faisait sa tournicote là sur... c'était menu partie table, je crois le truc machin, où il tourne comme ça sur ses mains. Et enfin on avait Nami avec le bâton, et c'était à l'époque, voilà, moi j'étais là, ah ouais, en gros elle se bat avec un bâton, c'est marrant. Et donc voilà, là on voit qu'elle peut, je suis content de voir ça. Enfin voilà, pour ceux qui aiment bien Nami, donc voilà. En ce qui concerne Brûlé, donc en ce qui concerne Brûlé, ben voilà, alors un autre paramécia, et on a plein de paramécia dans ce chapitre, donc c'est intéressant, on va pouvoir en parler, mais j'en parlerai davantage avec plus de détails bien sûr dans ma vidéo discussion sur les paramécia, mais ici nous avons le paramécia des miroirs, qui est un paramécia, je vous laisse le dire, productif, voilà, vous avez raison. Donc productif est donc le sous-groupe qui est le productif d'objets, hein, pas de matière. Donc ici elle peut créer quoi? Des miroirs, voilà.
Et elle peut créer également des petites zones un petit peu à la manière de notre ami Bluno. Voilà, Bluno c'était un paramécia un petit peu différent, c'était un paramécia altérateur, mais je vais pas rentrer dans les détails, il pouvait tout ouvrir si vous voulez. Mais peu importe, donc notre amie brûlée, eh bien elle peut tout simplement créer des miroirs, mais c'est des miroirs un petit peu magiques si on veut. Miroir magique, ça rentre parfaitement dans l'univers Disney, dans le ton un peu conte de fées. Et bien elle peut créer des miroirs magiques qui permettent de renvoyer des attaques, qui permettent également d'emprisonner de l'autre côté du miroir. Évidemment la référence est énorme ici à Alice au Pays des Merveilles. Je vous rappelle qu'il y a eu Alice au Pays des Merveilles, puis ensuite la suite c'était de l'autre côté du miroir. Et de toute manière la thématique du monde parallèle et du monde analogique au monde, au monde à la réalité, c'est très clairement un thème employé par le conte Alice au Pays des Merveilles. Bien, donc voilà, ça c'est une chose assez intéressante. En l'occurrence, brûlée, il y a autre chose, je comprends pas, c'est elle qui transforme les gens, ça j'ai pas très bien compris, expliquez-moi dans les commentaires, c'est elle qui transforme les gens en fait? C'est son pouvoir ça de transformer les gens? Parce que ça j'avais pas très bien compris. C'est ce qui est dit par le gros mec, là, l'ancien mari de Big Mom. En ce qui concerne, ensuite, donc, on va passer directement, avant de parler de Soru Soru no Mi, à Cracker, donc un des 3 Sweet Commanders, donc ça y est, on a enfin la liste des... Enfin non, là, on a eu les calamités pour Kaido, maintenant on a les boss, les sous-boss, et en ce qui concerne l'équipage de Big Mom, les Sweet Commanders. Donc on a le ministre du... c'est le biscuit je crois il me semble, je me rappelle plus. Mais bref, on a des ministres en fait. Alors c'est pas tous les ministres, parce qu'apparemment, Peros ce n'est pas un Sweet Commander, si j'ai bien compris. Enfin c'était pas, il me semble que c'était pas marqué, peut-être qu'il s'en est un, peut-être, remarque. En ce qui concerne... Mais ça devrait être marqué si c'en est un. Le lapin n'en est pas un, le lapin curieusement n'était pas en fait un... Le lapin est juste un des effets, une des conséquences du pouvoir de Big Mom. Ça reste un de ses lieutenants, et il est assez fort, mais voilà, on voit que c'est pas le plus fort, et que c'est certainement pas un des grands commandants de Big Mom. En l'occurrence, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on avait vu dans le chapitre 827 que il y avait donc 3 lieutenants de Big Mom qui étaient allés chercher les ingrédients pour son gâteau. Et du coup, il y avait ce lapin sur son autruche, il y avait une dame bien habillée avec une robe et un katana, et il y avait un personnage avec un grand chapeau avec des petits clous sur son chapeau. Voilà, donc ces persos étaient un petit peu introduits comme les premiers lieutenants de Big Mom, et ça n'est pas le cas en fait. Il y en a d'autres, et ce ne sont pas les top niveaux, les top exécutifs de... j'allais dire de Doflamingo, de Big Mom tout simplement. Donc on a ici donc les ministres, on avait Gelato qui est mort, on a donc ensuite, enfin qui est mort, peut-être pas mort, hein, simplement son âme va être refilée, maintenant on a l'application, donc son âme a été remise dans quelque chose d'autre. On a le lapin, on a Brûlé, on a Cracker, on a Tamago, on a Capone, même si Capone il va à mon avis changer de bord. Il va changer de bord. Bah oui, il va changer de bord, putain, c'est ça la phrase, putain. S'il rencontre Ivankov, oui, très possible qu'il change de bord, mais ce n'est pas, c'est pas la question. En ce qui concerne la Cracker, alors est-ce que c'est un géant? Chapeau pas, quand on a fait la réaction live, il m'a dit que c'était un géant et tout, mais c'est pour moi, même si les géants, et des fois ils ont différentes musculatures, t'en as Dory et Brogy, vous voyez, ils ont pas la même forme de corps. Dory, il a une espèce de... Il est je sais plus si c'est Dory ou Brogy, enfin il y en a un, il est gros, puis il y en a un, il est musclé. C'est pas exactement pareil, mais les deux sont massifs. Et là, celui-là, il est plus gros. Et il a des toutes petites jambes, donc ça me fait pas penser à un géant. Et en plus de ça, il est plus de la taille de Big Mom. Et ça me posait une bonne question. Big Mom, qu'est-ce qu'elle est comme race? Parce que elle qui est tant à propos des races, ça, pourquoi elle veut transformer sa famille en géant si elle-même, elle serait une géante? Donc à mon avis, c'est pas des géants, vous voyez? Donc lui, c'est pas un géant, tout simplement. Ils font partie de la famille Charlotte. Et la famille Charlotte, c'est une vraie famille qui se transmet par le sang. C'est pas comme une familia de mafioso, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pense à propos de ce mec. Ce sera un petit peu un gros tas bien musclé, un combat intéressant peut-être contre un autre gros tas bien musclé. Par exemple, je ne sais pas, en fait il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe qui est venue à Big Mom, chez Big Mom. Bon, on verra bien. Mettez-moi dans les commentaires les futurs combats que vous imaginez. Ensuite, on va parler un petit peu du paramécia de Big Mom. Et là, j'ai plus besoin de mon cahier parce que voilà. Alors, le Soru Soru no Mi, le fruit des âmes. Intéressant puisqu'on a déjà un fruit qui s'apparente aux âmes, et c'est celui de Brook. Alors, celui de Brook, c'est un petit peu différent. C'est le fruit de la résurrection. C'est un paramécia corporel qui lui permet de ressusciter son corps et de conserver son âme, en fait, tout simplement. Donc, c'est un paramécia corporel qui lui confère une capacité spéciale. Je vous rappelle qu'il y a des paramécia corporels d'objets, paramécia corporel de matière, mais ça j'y viendrai plus en détail dans ma discussion, comme je l'ai dit. Et donc on a ce pouvoir de Brook qui lui permet de manipuler sa propre âme, enfin voilà, de manifester sa propre âme. Ici, ce n'est pas ce qu'elle fait.
elle manipule l'âme des autres personnes en fait. Elle peut manipuler les âmes. Et âme dans One Piece, c'est un petit peu une métaphore de ta force vitale, si on peut dire. Puisque ici, on peut t'aspirer ton âme et ça t'aspire des années que tu vis, enfin des années de ta vie en fait. Elle, donc par rapport au contexte de ce pouvoir, eh bien, elle l'utilise comme une sorte de péage à l'entrée de son royaume. Et c'est un petit peu, alors je sais plus exactement quels sont les termes exacts du contrat que tu dois remplir, voilà, tu dois donner tant de ta vie à tel moment de l'année, enfin tout ça, voilà. Et tout ça pour vivre dans cette ville un petit peu paradisiaque, tout ça. Alors, c'est assez curieux parce que... plus besoin de mes lunettes là. C'est assez curieux parce que, voilà, quel est exactement... qu'est-ce qui pourrait inciter les gens à faire ça? Parce que même, enfin je sais pas, peut-être qu'effectivement, le fait de vivre sous la protection de Big Mom te procure un sentiment de, voilà, tu n'es pas en danger, tu n'es pas menacé, donc peut-être qu'effectivement, ça pourrait te donner envie, ou du moins te faire accepter de perdre un peu de ta vie. Ben quand même, c'est fort. Parce que vous imaginez, vous dites, ok, je vis dans un monde qui est dangereux, mais au moins je garde toute la potentialité d'une vie entière. Ou alors je vis dans un monde un petit peu paradisiaque, mais je dois donner tant de ma vie. C'est un petit peu chaud. Après, je me dis que face à Luffy, ça va être un petit peu rigolo ce pouvoir, parce qu'il a déjà donné 10 ans de sa vie face à Ivankov. Donc bon, donner quoi, un mois de sa vie, enfin un mois de sa force vitale, de son énergie, de son âme, si on peut dire, c'est rien, c'est rien du tout. Donc voilà. En ce qui concerne le paramécia donc de Big Mom, c'est le paramécia manipulateur. Il fait partie des paramécias environnementaux qui agissent sur l'environnement. Vous avez les manipulateurs, vous avez les transformateurs ou transmutateurs, et vous avez ce que j'appelle les altérateurs ou destructeurs, un peu comme celui de Barbe Blanche ou de Kuma, qui peuvent imposer une force très puissante face à l'environnement. Et qui ne le transforme pas et qui ne manipule pas. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle manipule, c'est-à-dire qu'elle a le contrôle sur un élément particulier du monde. Elle ne le crée pas et elle n'est pas cet élément, vous voyez? Mais elle ne manipule pas sa propre âme. Par contre, ce qu'elle fait, elle pourra le faire, je pense. Il y a des paramécias manipulateurs qui peuvent manipuler leur propre corps. Par exemple, alors après c'est un petit peu complexe, j'expliquerai ça dans ma vidéo discussion, encore une fois je fais du teasing, mais enfin voilà, elle peut manifester un petit peu, elle peut manipuler une chose, et cette chose c'est les âmes. Regardez, on a le même type de pouvoir, exactement le même, quasiment même à l'identique, sauf que c'est autre chose qui est manipulée ici, c'est Gecko Moria qui peut manipuler les ombres. Il y a vraiment exactement un parallèle. Vous avez Moria qui peut manipuler les ombres, et donc c'est un petit peu manipuler la personnalité, enfin bon, et extraire la personnalité de quelqu'un et la mettre dans l'autre. Ce que j'appelle manipuler, c'est pouvoir faire une chose et son contraire. C'est ça manipuler. Si vous pouvez faire qu'une seule chose, ce n'est pas manipuler, c'est forcer, c'est imposer une force, vous voyez? C'est pour ça que Barbe Blanche, il ne peut pas, ce qu'il peut faire c'est créer des séismes, voilà, ça c'est sa force. Elle non, elle peut aspirer la vie et la réinsuffler, elle peut manipuler à sa guise cet élément. Regardez par exemple, un autre cas, c'est Pika, il peut manipuler la terre. Il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Son pouvoir c'est pas de faire trembler la terre, ce qui serait beaucoup plus réducteur, non non. Non non, Pika il fait ce qu'il veut avec la terre. Le ventre il a besoin que la terre soit autour de lui. Parce que les paramécias de force n'ont pas besoin parce qu'ils ne s'appliquent pas à un seul élément. Si vous voulez, les paramécias de altérateur, les paramécias destructeurs peuvent créer des séismes à peu près n'importe où. Même qu'on a vu que Barbe Blanche crée des séismes dans l'air s'il voulait. Et son pouvoir, voilà, ça partait simplement à la force qu'il crée. Mais ici, donc, paramécia manipulateur, c'est simplement qu'elle manipule quelque chose, que ce soit un élément, un objet. On a par exemple une force aussi, le magnétisme, ou si vous voulez les métaux de Kid, voilà, encore une autre forme de manipulation, ou la gravité, une autre forme de manipulation, donc Isho Fujitora. Donc dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de ma review, dites-moi ce que vous avez pensé donc voilà des différents paramécias que Oda nous a un petit peu donné le privilège de découvrir. Et voilà les amis, donc c'est ici qu'on se quitte, mais avant de vous quitter, je vais quand même vous dire 2-3 petites choses par rapport à One Piece. Dernièrement avec Bleach qui arrive à son terme, je me suis un petit peu plus focalisé sur d'autres mangas que One Piece. Évidemment Bleach, ça fait du sens, mais également sur d'autres plus petits mangas, et pour une raison simple, c'est que arrivé à la fin de Bleach, même si la fin de Bleach elle fait beaucoup de bruit quand même, mais j'ai eu l'occasion de voir pas mal de vidéos de discussion par rapport à Bleach, notamment chez les youtubeurs aussi anglophones, et je vois que pas mal de gens sont là à dire oui mais sont encore là à dire
ou à essayer de comparer One Piece, Naruto et Bleach, et à essayer de faire des classements. Et ça m'a un petit peu énervé. Et j'en ai eu un petit peu marre que, et ce n'est pas de la faute de One Piece en lui-même, que One Piece subisse ce traitement, soit le manga, finalement, soit si soutenu que ça par les éditeurs, mais également par les fans et tout ça, et soit tellement mis sur un piédestal, que ce piédestal a tendance à faire de l'ombre aux autres mangas. Et que même pour un manga de la grosseur, de la grandeur de Bleach, arrivé à son terme, qu'on ait encore des gens qui soient là à vouloir parler de One Piece dans une vidéo dédiée à Bleach. Et c'est ça qui, je trouve, est un petit peu nocif. Mais en même temps, les amis, c'est vrai que je dois avouer une chose, c'est que cette réputation pour One Piece, elle est méritée. Ce n'est pas juste une lubie des fans ou un projet marketing des éditeurs. One Piece est vraiment l'un des meilleurs mangas qui m'a été donné de lire, si ce n'est le meilleur. Je dois vraiment l'avouer. C'est vrai que simplement, il faut éviter les overdoses et il faut également éviter de ne voir que One Piece. Et c'est là-dessus que je vais terminer, les amis. One Piece, c'est vrai que c'est extrêmement solide. Je crois vraiment que il y a... Moi, mon manga préféré, c'est Bleach. Mais attendez, Bleach, je sais que c'est moins bien que One Piece en termes de construction, en termes d'histoire, en termes d'enjeu, en termes de narration. Peut-être pas en termes de dessin, mais voilà. Bleach a d'autres qualités. Bleach, il a d'autres qualités. Mais c'est pas celle de la complétude, si vous voulez. En termes de complétude, c'est-à-dire de juger le manga sur ce qu'il apporte de manière complète, voilà, c'est sûr qu'il est complet. One Piece, c'est quasiment parfait en termes d'histoire, peut-être pas en termes de dessin, comme j'ai dit. Mais enfin voilà, je m'embrouille un petit peu, mais mon point, c'est simplement que ne vous limitez pas à One Piece, aussi fantastique et formidable qu'est le manga One Piece. Ne vous limitez pas à One Piece. Allez, mettez-vous en danger dans d'autres mangas. Allez voir d'autres mangas. Et voilà. Donc, c'est tout. Voilà, les amis. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et réfléchissez un petit peu sur tout ça. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!